Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. La date du référendum constitutionnel au Mali fixée au 9 juillet 2017. Dans un mois, les Maliens donneront leur accord ou non concernant le projet de modification de la Constitution de 1992. En Tunisie, le gouvernement de Youssef Chahed poursuit son opération anti-corruption, opération que certains analystes qualifient de contre-feu à la montée en puissance de mouvements sociaux, notamment dans le sud du pays. Et puis en Guinée, les autorités se félicitent de la baisse de la dette intérieure qui est passée de 1000 milliards en 2015 à 400 milliards de francs guinéens en 2016. Le référendum constitutionnel se tiendra le 9 juillet au Mali. Le 2 juin, le projet de modification de la Constitution qui divise a été adopté par l'Assemblée nationale. Il prévoit notamment la création d'un Sénat dans lequel les futurs membres seront désignés par le chef de l'État, Siamno Victor Assedji. Le collège électoral malien est convoqué le dimanche 9 juillet 2017 pour le référendum constitutionnel selon un communiqué du Conseil des ministres. Le projet de révision constitutionnelle a été adopté en mars en Conseil des ministres et approuvé le 2 juin par l'Assemblée nationale. Les électeurs maliens ont donc un mois pour se décider pour ou contre la révision de la loi fondamentale de 1992. Dans l'actuel projet, il y a quand même des dispositions qui sont assez courageuses, qui donnent par exemple la possibilité aux Maliens de la diaspora d'avoir leurs représentants au niveau de l'Assemblée. Il y a également des dispositions qui mettent un terme au nomadisme politique. Cette révision de la Constitution de 1992, la première depuis 25 ans, a pour objectif de mettre en œuvre certains engagements de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, signé en mai 2015. Elle prévoit également la création d'un Sénat et d'une Cour des comptes. Beaucoup de Maliens pensent que normalement c'est l'accord qui devrait s'adapter à la Constitution et non le contraire. Donc aujourd'hui au Mali, on est un peu dans ce débat-là. Et pour ce qui le concerne, l'État, le gouvernement est vraiment décidé à y aller. La campagne référendaire se déroulera du 23 juin au 7 juillet. Le référendum constitutionnel sera organisé avant les élections municipales prévues initialement fin mai. Ces élections auront finalement lieu le 29 octobre 2017. Alors que le fossé entre les Tunisiens ne cesse de se creuser, l'État continue son opération anti-corruption. Il s'agit d'une des principales promesses de campagne de Youssef Chahed, le chef du gouvernement. Sharon Kamara. Youssef Chahed promet de poursuivre l'opération anti-corruption en Tunisie. Le chef du gouvernement avait fait de ce projet l'une de ses priorités lors de sa prise de pouvoir en août 2016. Depuis mai 2017, le Premier ministre est passé à l'action en lançant l'opération dite Main propre. La campagne anti-corruption lancée depuis le 23 mai dernier par le gouvernement n'est pas une campagne passagère. Le gouvernement va aller de l'avant sur cette lancée. La campagne anti-corruption n'est pas sélective. Elle cible toute personne qui s'est avisée à violer la loi ou à porter atteinte à l'économie ou à la sécurité nationale. En 2 semaines, la campagne anti-corruption du gouvernement tunisien a conduit à l'arrestation et à la confiscation des biens de 8 hommes d'affaires tunisiens. L'un d'entre eux, Shafik Jaraya, a même été déféré devant la justice militaire. Il est accusé de trahison, d'atteinte à la sécurité de l'État et d'intelligence avec une armée étrangère, un crime passible de la peine capitale en Tunisie. À tout moment, le gouvernement peut lancer une campagne anti-corruption, mais au regard de la situation politique actuelle du pays, on se demande s'il n'y a pas d'autres agendas en dessous de la volonté politique d'engager cette campagne anti-corruption maintenant. Le pays traverse une situation depuis la crise qui a été déclenchée suite au printemps arabe, une situation qui est assez délicate. La campagne anti-corruption du gouvernement tunisien ne fait toutefois pas l'unanimité. Alors que l'État doit faire face au mécontentement de la population, notamment dans la ville de Tataouine, beaucoup craignent que cette opération ne conduise à un règlement de comptes politique et à des arrestations sélectives. Dans l'actualité également, le président de l'État camerounais Paul Biya a signé un décret le 8 juin limogeant Jean-Louis B. Mengue, désormais ex-directeur général de l'Agence de régulation des télécommunications du Cameroun. Monsieur B. Mengue a été remplacé par l'ancien secrétaire général du ministère des Travaux publics, Philémon Zozamé.
La croissance économique de la Guinée jugée satisfaisante par le gouvernement. La dette intérieure du pays est passée de 1000 milliards en 2015 à 400 milliards de francs guinéens en 2016. Une baisse qui, selon le Premier ministre guinéen Mamadi Youla, permettra au pays de regagner la confiance de ses partenaires financiers. Théo Gracias Podo. Avec une inflation moyenne évaluée à 8,2% en 2016 et un taux de croissance réel du PIB estimé à 6,7% d'ici fin 2017, la Guinée fait partie des pays qui ont consenti des efforts remarquables ces 2 dernières années pour préserver une certaine stabilité macroéconomique. Une politique monétaire prudente a été menée par les autorités pour maintenir le rythme de croissance actuel et faire améliorer le niveau de vie des populations, même s'il reste encore à faire. Récemment, le Fonds monétaire international a recommandé au gouvernement d'augmenter ses investissements en infrastructures tout en préservant la viabilité de la dette. Parce que nous sommes un pays en développement, nous avons besoin de partenaires qui soutiennent nos efforts de développement. Lorsque nous avons pris fonction, le niveau des arriérés intérieurs était supérieur à 1000 milliards de francs guinéens. En fin 2016, nous avons ramené ce niveau à 400 milliards. Nous n'avons pas accumulé de dette extérieure, donc il n'y a pas eu d'accumulation d'arriérés sur la dette extérieure. Ce sont autant de réalisations qu'il faut saluer. Pour 2017, la croissance économique devrait être soutenue grâce notamment à la poursuite de la bonne performance du secteur minier, une accélération des activités de construction dans l'hôtellerie et l'énergie, ainsi qu'une bonne performance agricole. Nous avons un taux de croissance qui était 0 pour l'année 2015. En 2016, nous avons réalisé un taux de croissance de 6,6%, ce qui est quand même une première. C'est une performance qu'il faut saluer. La Guinée dispose de nombreuses ressources naturelles, notamment plus de 40 milliards de tonnes de bauxite, soit les 2/3 des réserves mondiales, plus de 10 milliards de tonnes de minerais de fer, environ 2000 tonnes d'or et plus de 10 millions de carats de diamants. De quoi attirer davantage d'investissements étrangers. Cependant, les experts estiment qu'il sera important de promouvoir une croissance économique forte qui bénéficie à toute la population. Émotion en Côte d'Ivoire suite au décès de l'ancien footballeur international Cheikh Tioté le 5 juin. Le peuple ivoirien essaie tant bien que mal de faire son deuil. Siamlo Victoria Sedji. Après la disparition prématurée du footballeur international Cheikh Ismaël Tioté, les Ivoiriens restent sous le choc. C'est le 5 juin en Chine que le jeune éléphant a tiré sa révérence des suites d'un malaise cardiaque lors d'un entraînement. Depuis février 2017, il avait rejoint la 2e division chinoise transférée depuis le club anglais de Newcastle United, 5e formation à l'avoir accueilli depuis son aventure footballistique démarrée en 2005 à l'âge de 19 ans. Vraiment choqué par sa mort brutale et vraiment ça me choque beaucoup. Sa mort a été vraiment brutale, une crise cardiaque, on ne sait pas d'où ça vient mais vraiment c'est choquant. Un joueur qui avait beaucoup de talent, il était vraiment ambitieux. J'aime mal, tous les Ivoiriens ont mal aussi. Ça m'a fait mal parce qu'il était un grand joueur, même s'il est mort à 30 ans. Vraiment son parcours de footballeur, moi j'ai aimé. C'est en 2015, à 29 ans, que Cheikh Ismaël Tioté remporta avec les éléphants en Guinée équatoriale sa toute première CAN. Mais il avait depuis 2009 porté le maillot de la sélection nationale. Bien avant cette étape décisive de sa carrière, il dominait brillamment les pelouses au centre de formation Bibo de Trècheville. Son habileté à manier le ballon rond avait séduit le club belge du RSC Anderlecht qu'il intégra quelques mois plus tard. Avec ce club, il remporta successivement 2 championnats entre 2006 et 2007 avant de regagner le club anglais de Newcastle United en Premier League où il fit l'essentiel de sa carrière sportive. Voilà un garçon qui part avec vraiment à la fleur de l'âge et avec toute sa fougue, toute sa rage, on perd vraiment quelqu'un d'important dans notre football qui aurait pu être l'exemple parce qu'il est passé par toutes les catégories, cadet, junior, espoir et senior. Par la grâce de Dieu, il a pu avoir quand même un trophée pour son pays. Cheikh Ismaël Tioté aurait célébré ses 31 ans le 21 juin prochain. Il laisse derrière lui un gabarit qui aura marqué les foules et les esprits. Avec 2 participations au Mondiaux de 2010 en Afrique du Sud et de 2014 au Brésil, le natif de la ville de Yamoussoukro faisait partie des étoiles montantes du football ivoirien. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.